Allez, on plonge directement au cœur d'une histoire qui prend vraiment aux tripes, celle des jumeaux Fukutome. Ce récit, c'est bien plus qu'une simple affaire de règlement de compte dans la pègre. Au début, on a l'impression d'assister à un sombre complot d'assassinat dans les ruelles glaciales de la ville, mais en réalité, c'est un incroyable conte sur le sacrifice et la rédemption. C'est un voyage super intense qui nous rappelle que les liens du sang, eh bien, ça peut nous pousser aux actes les plus extrêmes, mais aussi aux plus nobles. Du coup, comment l'amour entre deux frères peut-il déraper au point de finir en meurtre? C'est troublant de se poser cette question, mais c'est exactement ce qui lance cette histoire. On se retrouve en plein hiver à Shinjuku, un décor impitoyable, parfait pour refléter l'état d'esprit d'un de nos personnages, Yasuke. Ce type est tellement rongé par le désespoir face à la dérive criminelle de son jumeau qu'il finit par faire l'impensable. Il commande un assassinat contre son propre frère. C'est fascinant de voir comment un amour absolu, quand il est complètement étouffé par la culpabilité, peut se tordre au point d'envisager la mort comme la seule vraie porte de sortie pour deux âmes en peine. Et il faut dire que les détails de cette requête sont littéralement glaçants. Ce contrat de sang exige une exécution simultanée, hyper bien chronométrée pour le soir du réveillon du Nouvel An, jour qui, tragiquement, se trouve être aussi leur anniversaire. Et pour rendre le tout encore plus sombre, le lieu choisi, c'est la cantine exacte où ces jumeaux ont été abandonnés quand ils étaient enfants. Le client veut absolument voir son frère mourir en premier, juste pour pouvoir lui demander pardon et lui fermer les yeux une toute dernière fois. C'est une requête tellement chargée d'une détresse absolue qu'elle finit même par faire craquer la carapace de Rio, le légendaire nettoyeur de la ville. Alors, qui est la cible dans tout ça? Yadi le balafré. Vu de l'extérieur, c'est le monstre absolu. Un yakuza ultra dangereux, un vrai chien enragé. Le passif familial est hyper lourd. Le frère aîné s'était sacrifié pour donner un avenir à Yadi, mais apparemment, Yadi a tout dilapidé dans le jeu et le crime. C'est perçu comme la raison même qui a poussé leurs parents adoptifs à l'épuisement, jusqu'à un accident mortel survenu juste après qu'ils aient catégoriquement refusé son argent sale. Bref, on a le portrait d'un gars qui semble irrécupérable. Mais voilà, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête d'une cible, il faut gratter un peu sous la surface. Et c'est là que les enquêteurs Xionging et Shinong entrent en scène. Ils orchestrent une infiltration ultra-clinique des bureaux de l'industrie Yafuku, le syndicat du crime de Yanji. Pas de violence brute, ils déploient un gaz soporifique et mènent une fouille quasi chirurgicale. Le but ultime, mettre la main sur le contenu du coffre-fort personnel de Yanji, un truc hautement sécurisé. Cette efficacité professionnelle, ça tranche pas mal avec le chaos habituel du monde des Yakuza, n'est-ce pas? Et là, une fois le coffre ouvert, c'est le choc total. Pas de flingue, pas de drogue. À la place, il y a un simple livret bancaire. Et le solde, tenez-vous bien, plus de 60 millions de yens. C'est juste énorme, une véritable fortune amassée dans l'ombre pendant des années. Mais le truc qui retourne vraiment le cerveau, c'est le nom sur le compte. Il a été ouvert exclusivement au nom de son frère jumeau. Ce qu'il y a dans ce coffre, c'est littéralement la pièce du puzzle qui change tout. Toutes nos certitudes volent en éclats. D'un côté, on nous vendait Yaji le balafré, le paria sans pitié. Mais la vérité, Yaji a choisi, de son plein gré, de devenir ce paria. Il s'est même mutilé le visage, ajoutant ces fameuses cicatrices, pour que personne ne puisse jamais faire le lien avec son frère, protégeant ainsi l'identité de ce dernier. En fait, toute sa vie dans la mafia n'avait qu'un seul et unique but: accumuler assez d'argent pour soutenir financièrement cette même famille, qui avait été obligée de le renier. On réalise alors que Yaji, c'est pas du tout le grand méchant de l'histoire. C'est une figure super tragique, un protecteur qui agit dans l'ombre. Dans ce coffre, à côté des millions, il y avait des trucs d'une valeur inestimable pour lui. Des petites reliques d'enfance, de vieilles photos de famille. C'est un homme qui est hanté par la perte de ses parents adoptifs et qui cherche désespérément une rédemption. Il a même supplié l'enquêtrice de remettre toute sa fortune à son frère pour la placer sur l'autel familial. Il était persuadé qu'il n'était qu'un poids mort de son vivant. Du coup, pendant qu'on découvre tout ça, la pression monte. Le compte à rebours avant le réveillon est lancé et la tension est palpable. D'un côté, on a Yasuke, le restaurateur, qui se prépare doucement à mourir en distribuant des repas pas chers, complètement à l'ouest du danger qui plane. De l'autre, l'organisation criminelle Yafuku a décidé en secret de buter Yaji pour en faire un bouc émissaire. Et au milieu de ce bazar absolu, Ryo Saeba reste là, dans un silence tactique total. Il prépare son coup en douce, sachant très bien que ses deux frères sont les seuls piliers capables de se maintenir en vie l'un l'autre. Faut bien comprendre le niveau de danger que représente l'industrie Yafuku. On parle pas de petits voyous de quartier, c'est un vestige d'une unité militaire chinoise ultra entraînée et surtout complètement désespérée de remettre la main sur de l'héroïne disparue. L'ironie super amère de la situation, c'est que cette drogue a été volée par Xiang Ying lors d'une diversion précédente. Donc, Yadi se retrouve condamné à mort par son propre gang pour couvrir une perte dont il n'est même pas responsable. C'est la loose totale.
Et pendant ce temps, à la cantine de Yasuke, l'ambiance est à feindre le cœur. Yasuke donne des pièces de 5 yens à ses clients fidèles et à son ami Hakimi, comme pour dire au revoir. Petite précision culturelle super importante, en japonais, 5 yens se prononce de la même façon que le mot pour destin ou connexion. C'est pas juste de la monnaie, c'est un adieu hyper réfléchi d'un homme qui boucle ses affaires avant son exécution. Ça ramène tout de suite cette grosse intrigue mafieuse à des émotions humaines tellement pures et déchirantes. Face à ce double arrêt de mort, honnêtement, la situation semble désespérée. Mais c'est là que le génie du nettoyeur de Shinjuku entre en jeu, le soir du réveillon. Plutôt que de rajouter des cadavres, Ryo monte de toutes pièces une illusion absolument parfaite. Il utilise des balles soporifiques hyper sophistiquées qui libèrent du faux sang au moment de l'impact. Il réussit le tour de magie de remplir les termes de ce contrat macabre à la lettre, en offrant cette exécution tragique sans qu'il n'y ait une seule goutte de vrai sang versé. C'est vraiment le summum émotionnel de cette histoire. Quand les frères s'effondrent sous le coup des balles soporifiques, ils croient dur comme fer que c'est la fin. Et dans cette fausse mort, écrasés par la culpabilité, ils sont réunis une dernière fois autour de leur petit coffre rempli de souvenirs d'enfance. Ils sombrent dans ce sommeil protecteur en se pardonnant l'un l'autre. Ça prouve magnifiquement que tant qu'il y a un vrai lien fraternel, la rédemption reste possible, même dans les coins les plus sombres de Shinjuku. Quel contraste de dingue avec la suite. Franchement, on passe de l'enfer violent et glacial de Shinjuku à un présent super chaleureux à Taipei. Aujourd'hui, les deux frères bossent ensemble dans le célèbre restaurant Shinru. Ils passent leur temps à s'engueuler comme des gamins, mais le truc clé, c'est qu'ils sont libres. C'est paradoxal, mais c'est le fait d'être officiellement considérés comme morts qui leur a enfin permis de commencer à vivre. Et ce nouveau départ incroyable, il a été géré d'une main de maître en coulisses. Loin du syndicat criminel, ils vivent sous la protection hyper discrète de Jiang Yang, Lida et de Monsieur Shen. Le clan Yafuku est persuadé que Yaji est 6 pieds sous terre, ce qui coupe enfin les ponts avec son passé de Yakuza. Redevenus des gars normaux, les jumeaux mettent tout leur salaire de côté avec un seul objectif en tête, ouvrir leur propre restaurant un jour. C'est une vraie victoire totale sur l'ombre. Au final, toute cette exploration de l'histoire des jumeaux Fukutome nous montre un truc essentiel. Les liens du sang, qui étaient au départ la source de tout ce désespoir, sont devenus leur plus grande force pour se construire un avenir lumineux. Mais ça laisse quand même une sacrée question en suspens. Quand tout semble perdu, face aux ténèbres absolues, jusqu'où serait-on prêt à aller et quel sacrifice immense pourrait-on accepter de faire pour sauver ce qui compte le plus au monde ?